nous avons décidé d'unir nos forces pour bâtir un Canada fort, parce que nous sommes maîtres chez nous. S'il y a un pipeline qui traverse le territoire du Québec, ça devra d'abord être approuvé par le gouvernement du Québec. Let's get that oil to other markets around the world and make sure that we don't rely on the United States. Oil is by far the most valuable export for Canada. I will tell you that a bitumen pipeline will be by far the greatest benefit to all of Canada. Alors, vous l'avez entendu, le mot pipeline est revenu très souvent depuis hier, depuis le début de cette conférence des premiers ministres à Saskatoon, des images un peu plus tôt, où tous les premiers ministres devaient arriver avec une liste d'épicerie. M. Carney leur a dit arriver avec 2-3 projets d'intérêt national, des gros projets qui, idéalement, concernent plusieurs provinces. Lignes de transport d'électricité, pipeline, donc, corridor énergétique, etc., des grosses mines dont l'exportation pourrait profiter à tout le pays. Et M. Carney doit ensuite prioriser un certain nombre de projets et on comprend les financer. Mais bien sûr qu'on parle beaucoup de pipeline dans tout ça parce que c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. L'Alberta, vous venez de l'entendre, répète qu'on doit ajouter des capacités d'exportation du pétrole canadien. Danielle Smith, qui d'ailleurs dit que ça n'aurait même plus besoin de passer nécessairement par le Québec. On pourrait aller directement dans la baie d'Hudson. On vous montrera les scénarios tout à l'heure. Alors, est-ce que l'unité nationale passe à travers la construction de nouveaux pipelines? Notre panel est avec nous ce soir. Christine Saint-Pierre, ancienne ministre libérale. Michel Boisvert, économiste, journaliste. Et Alain Terrien, ancien député du Bloc québécois. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'unité canadienne, comme le dit la première ministre de l'Alberta, repose sur des projets de pipeline, Christine? Elle a imposé son thème. Elle a imposé le thème des pipelines, des oléoducs, et un thème qui était tabou il n'y a pas de si longtemps. Et M. François Legault, bien, on voit qu'il y a une certaine ouverture. Bien sûr, il voit que peut-être que le sujet chemine aussi dans l'opinion publique, mais en même temps, il doit marcher un peu sur la peinture, comme on dit souvent en politique, c'est-à-dire qu'il avait parlé de l'énergie sale de l'Ouest canadien, ben oui. Et là, il ouvre la porte à peut-être, oui, mais il faudra avoir le consentement du Québec. Et c'est quand même important parce que là, François Legault ne doit pas se retrouver au pied du mur. En même temps, il doit démontrer qu'il a une ouverture. Alors, il doit travailler, je pense, de façon très subtile. Et aussi, j'ajouterais, pour terminer, qu'on parle de pipeline, mais on parle peu, enfin, des Premières Nations. Et ça aussi, ça va être très, très important dans l'équation. Michel Boisvert, vous entendiez ce discours sur les pipelines. On l'entend depuis janvier, en fait, depuis que M. Trump est revenu. Mais il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais où sont les projets privés? Y a-t-il des projets privés? C'est comme si c'était un détail dans la discussion. Est-ce un détail dans la discussion? Effectivement, non, c'est pas un détail. En fait, on voit les pipelines un peu comme étaient les chemins de fer pour relier le pays au début du 20e siècle. Et oui, effectivement, il faut avoir des intérêts privés. Ça, d'ailleurs, là-dessus, le premier ministre Legault est très, très clair. Il n'y aura pas d'argent public s'il y a des pipelines qui traversent le Québec. Et pour l'instant, on n'en entend pas parler. Donc, c'est pour ça, moi, que je me dis que du côté de M. Legault, faire preuve d'ouverture, c'est strictement politique. Ça ne l'engage pas à grand-chose, puisque il n'y a pas de projet privé encore dont on entend parler. Et c'est des projets qui sont tellement sur le long terme que c'est difficile de s'engager pour des producteurs privés aujourd'hui, de dire « nous y serons », alors qu'on ne sait pas quel sera le prix du pétrole à ce moment-là, quelle en sera la consommation. Donc, c'est loin d'être un détail. Alain Terrien, est-ce que l'acceptabilité sociale dont on parle depuis plusieurs années autour de ces grands projets, est-ce que vous croyez, vous, que ça a changé, effectivement? Parce que Léger nous apprenait au mois de mai là, que la majorité des Québécois trouvaient que c'était une bonne idée maintenant, qu'il fallait ouvrir les esprits à ce genre d'idées, compte tenu du chamboulement au sud de la frontière. Qu'en pensez-vous, Alain? Churchill, il disait « Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise ». Et puis, je peux vous dire que M. Carney ne la gaspille pas, cette crise-là. Il a été élu grâce à cette crise-là imposée par
le rêve de Donald Trump que le Canada devienne le 51e État. Et ça fait en sorte qu'il y a eu un sentiment d'unité canadienne, même au Québec. Les Québécois se sont sentis très canadiens, même plus canadiens que depuis très longtemps. Historiquement, il faudra regarder les sondages, là. Et donc, évidemment, quand on regarde et qu'on dit que l'avenir du Canada passe, entre autres, par un pipeline, bien, c'est sûr que les Québécois, quelque part, se disent bien, peut-être c'est ça que ça prendrait pour nous isoler de l'effet Trump. Et donc, on voit que M. Carney utilise très bien Danielle Smith. Je ne sais pas lequel des deux qu'utilise l'autre, mais en tout cas, il veut que le Canada devienne une super productrice d'énergie, la plus grande du G7 au minimum. Alors, il utilise justement cette unité canadienne qui découle de l'effet Trump pour faire en sorte d'essayer de passer un pipeline, je vous dirais, sur le dos du Québec. Et j'ai trouvé aujourd'hui M. Legault très différent de ce qu'il a été dans les dernières semaines. Il s'est tenu plus droit. Il a été moins conciliant avec les autres premiers ministres et le premier ministre du Canada. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi ses ambitions, mais je pense qu'il veut peut-être utiliser ce dossier-là pour faire pousser, justement, des demandes du Québec. Oui, lui est dans une posture un peu plus confortable, Michel et Christine, en disant « Prouvez-moi qu'il y a un vrai projet. Prouvez-moi que c'est utile, Michel. » Exactement, c'est ce qu'il dit, prouvez-le-moi. Bon, il a dit, justement, lors de cette entrevue qu'il avait donnée à Stéphane Bureau, je sens que l'opinion publique devient un peu plus... L'acceptation publique devient plus grande pour les pipelines, ce dont M. Thérien venait de parler. Mais c'est ce qu'il dit, écoutez, prouvez-le-moi. Et lorsque ce sera prouvé, bien, on prendra la décision et ça doit être accepté par le gouvernement du Québec. Effectivement, il a mis beaucoup plus de freins cette fois-ci que lors d'ailleurs de cette entrevue qu'il avait accordée à Stéphane Bureau. Donc, moi, à mon avis, tout ce qu'il veut démontrer, parce qu'il arrive avec des demandes. Donc, il ne peut pas juste arriver à Ottawa avec des demandes et dire, nous, on n'avance pas sur rien. C'est comme pour les barrières interprovinciales. Ils ont déposé un projet de loi vendredi, le projet de loi 112, pour démontrer que le Québec est prêt à faire des pas pour, de l'autre côté, recevoir de l'argent du fédéral. M. Ford disait hier, aux dernières nouvelles, il y a des voitures au Québec, les gens consomment du pétrole, ça les concerne. Christine, M. Legault aussi est placé devant une sorte de dilemme. Est-ce qu'il joue à fond la carte de la fédération avec tous ses collègues devant la menace canadienne ou, parce qu'il y a le PQ chez lui, dans son marché politique, si je peux dire, où se place-t-il? Bien, il est très certainement très déchiré parce que sa coalition, c'est une coalition de péquistes et de libéraux. Alors, s'il va trop d'un côté, c'est sûr qu'il peut s'aliéner là, cette clientèle-là, ces électeurs-là. Puis les sondages démontrent qu'il est vraiment, vraiment dans des sables mouvants là, pour ce qui est de la prochaine élection. Mais il arrive quand même avec un argument assez intéressant, je trouve, c'est-à-dire cette ligne là, de transmission, cette entente qu'il a eue avec Terre-Neuve. Il a rencontré d'ailleurs, selon son agenda, le premier ministre de Terre-Neuve le 9 mai dernier. Alors, il a cette carte dans sa manche. Je dis très bien, on peut peut-être ouvrir, on peut peut-être en parler, mais regardez ce que moi, j'ai à présenter, j'ai à proposer. Radio-Canada disait dans un article ce matin que Doug Ford s'était entretenu avec lui. Moi, j'ai essayé de vérifier ça avec l'équipe de M. Legault et j'ai pas eu de retour de réponse. Alors, si Doug Ford aussi fait des téléphones pour essayer de mettre du miel un peu, alors peut-être qu'il va réussir à marcher, je dirais, sur une corde qui est très, très, très raide parce qu'il ne peut pas non plus, dans son esprit, démontrer que le fédéralisme, c'est la plus belle affaire au monde. Et en même temps, il doit rester nationaliste dans son ADN parce que c'est ce qu'il est. Je vais vous montrer, je disais en début d'émission, M. Carney leur a demandé depuis plusieurs semaines, là, pas hier, d'arriver avec une liste d'épiceries. Quels sont les projets nationaux que vous prioriseriez? Et là, M. Legault, lui, a dit c'est la ligne hydroélectrique entre Québec, Terre-Neuve et Labrador. Restons une seconde là-dessus. C'est important, ça, Michel Boisvert. Québec veut aussi dire, bon, bien, vous pouvez payer une partie de la facture. On sait qu'avec les projets Terre-Neuve-Labrador qui se développent, il va y avoir besoin de lignes. On veut en profiter, là. On veut que ça amène de l'argent au Québec aussi. Bien, tout à fait. Puis, c'est évalué à autour de 2 à 3 milliards de dollars, cette ligne-là. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et ça correspond, plus ou moins,
au genre de projet d'intérêt national dont souhaite voir arriver le premier ministre Carney. Donc, ça, c'est dès la semaine dernière qu'il avait souligné ce projet-là. Il l'avait dit en chambre au Salon Rouge lors de la période de questions. C'est un des projets que je vais amener. Il en a bien d'autres. J'ai entendu, peut-être la ligne bleue de métro, le prolongement de la ligne bleue. Est-ce que c'est d'intérêt national? Oui, non. Mais ça, c'est sûr que la ligne de transport d'électricité entre Terre-Neuve et le Québec, c'est un projet qui va apporter. Et on le voit, là, je vais les passer rapidement pour M. Ford. Exploiter les minerais du cercle de feu, ça c'est 500 km au nord. Donc en Ontario, on a pour l'Alberta, bien sûr, on y revient, l'accès au port en eau profonde, ressusciter le projet Northern Gateway. Et d'ailleurs, la première ministre de l'Alberta dit, le pipeline, il pourrait ne pas passer par le Québec puis aller dans la baie d'Hudson directement à l'intérieur, comme si on se disait, si jamais le Québec n'en le veut pas, voyez Edmonton, là, tracer une ligne vers la baie d'Hudson, puis amener un port en eau profonde, pourquoi pas. Alors, on a l'impression que tout y passe, là. C'est que c'est le moment de vendre ces projets et qu'il y a comme un timer derrière, une horlogerie, et Carney veut aller vite à l'intérieur. Bien, écoutez, moi, j'aimerais revenir sur les propos de Doug Ford avant. Je m'excuse, là, mais de la démagogie, là, je trouve ça un peu pénible. Quand il dit qu'au Québec, on a besoin de pétrole, et ainsi de suite. Avant 2012, là, on achetait le pétrole de l'Algérie et c'est le Parti québécois en 2013 qui a décidé de faire une inversion du pipeline 9B. Là. Je sais, j'étais en commission parlementaire là-dessus. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à utiliser le pétrole de l'Ouest pour combler nos besoins en pétrole. Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on est comblés déjà avec ce pipeline-là. Alors, quand on parle de faire passer un pipeline au Québec, à ce moment-là, ce n'est que pour l'exportation. On devient une autoroute pour le pétrole de l'Alberta. Il faut juste faire la distinction entre ce que M. Doug Ford dit et la vérité. Pour revenir à votre question, de plus en plus, on parle là, du port de Churchill en Manitoba. Alors, ça pourrait faire en sorte de limiter le nombre de kilomètres où on aurait un pipeline et faire en sorte qu'on ne passe pas au Québec. Moi, je vous dirais, là, j'ai regardé l'expérience de Trans Mountain. Là, ça a pris 8 années, alors que c'était de l'Alberta jusqu'en Colombie-Britannique. Ça a coûté 35 milliards. Il n'y avait plus personne de privé là-dedans. Et puis, c'était juste un projet pour élargir les tuyaux. Moi, là, quand j'entends parler de pipeline, d'abord, je me dis combien de temps ça va prendre, puis surtout, qui va payer et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, sachant que dans 10, 12, 15 ans, la situation énergétique mondiale va changer. Moi, je vais vous dire... En tout cas, s'il n'y a pas d'intérêt, on en parle beaucoup, là, Christine. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Moi, j'aurais parlé d'autres choses, mais gars, on n'a pas le choix. Non, mais pour vrai, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais malheureusement, c'est la réalité canadienne actuellement. Oui. Et on ne peut pas l'éviter. Et donc, M. Roy, de nous rappeler à l'ordre de parler de pipeline, c'est que vous faites un bon travail. Mais mais je veux dire, nous, c'est nous, mais on en parle beaucoup au Canada depuis... plusieurs semaines déjà, d'où ma question tout à l'heure, Michel Boisvert, sur est-ce qu'il y a des privés qui sont prêts à embarquer, à voir. Mais je reviens à presque à cette obsession-là, Christine Saint-Pierre. Dans l'Ouest, ils en veulent un pour vrai, là, qui va vers l'Est. C'est pas une lubie, là. Ils en veulent un pour vrai. Là. Oui, puis le sujet s'est imposé et c'est Donald Trump qui a imposé le sujet. C'est un sujet, rappelons-nous, c'est un sujet complètement tabou il y a à peine quelques mois. Et là, aujourd'hui, le sujet s'impose et on oublie dans notre conversation là, qu'on vient d'avoir le Nouveau-Brunswick. La première ministre du Nouveau-Brunswick dit, moi, je voudrais qu'on fasse vivre mes raffineries au Nouveau-Brunswick. Alors, il y a tous les intérêts et c'est vraiment un projet, je pense. Je comprends qu'il n'y a pas de promoteur privé, là, mais si on veut parler de coast to coast, d'un océan à l'autre, bien, on parle de l'Oléoduc, on parle de pipeline. Les autres projets que les premiers ministres vont apporter, ce sont des projets qui sont dans leur province et qui peuvent avoir des répercussions sur les autres provinces, mais ce n'est pas comme le chemin de fer, comme a si bien dit Michel. Là, c'est un peu l'idée du chemin de fer là, qui nous vient à l'esprit. Là, on ne va pas se transformer, nous quatre, en grands experts mais quand même, on va parler un peu du pétrole, Michel Boisvert, puis ça tombe sur vous. Actuellement, on importe du pétrole des Américains là, par bateau. Là. Il y a du pétrole qui arrive du sud vers le nord par bateau, qui arrive donc à Québec, qui arrive aussi. Et c'est ce pétrole-là, dans l'esprit de certaines personnes, qu'on voudrait remplacer
aussi par du pétrole qui arrive de l'Ouest canadien, qu'on ne soit plus dépendant du pétrole américain, Michel Boisvert. Elle est là, je réponds un peu à ce qu'à l'intérieur disait, elle est là un peu la logique derrière ceux qui font la promotion du projet. Bien, en fait, c'est qu'on ne soit plus dépendant du marché américain. Parce qu'en fait, notre pétrole, quand on le vend au marché américain, on le vend beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait obtenir sur d'autres marchés pour toutes sortes de raisons. Donc, je pense que il est là. On veut arrêter de dépendre du marché américain parce que la majorité, à peu près la totalité du pétrole albertain s'en va vers les raffineries américaines et ils n'obtiennent pas le plein prix. Qu'est-ce que c'est exactement l'arrangement? J'en sais rien. Mais il est là aussi l'argument pour Danielle Smith parce qu'elle voudrait obtenir un bien meilleur prix pour son pétrole. Mais M. Roy, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Allez-y à l'intérieur. Mais écoutez, les besoins de pétrole au Québec font en sorte qu'on ne peut pas juste prendre du pétrole de l'Ouest canadien parce qu'il est trop lourd. Et c'est pour ça que ça prend du pétrole américain qui est, dans certains cas, très léger, qui va faire en sorte qu'on va combler à 100 nos besoins de tous les types de pétrole. On en importe des États-Unis. Mais on n'a pas le choix parce que c'est ce type de pétrole-là qui manque justement à ce qu'on a comme pétrole qui vient du 9B, qui vient de l'Alberta. Alors, c'est simplement les types de pétrole qui exigent de nous qu'on aille chercher un petit bout de pétrole ailleurs. Et ça donne que c'est aux États-Unis, là. Très bien. Tour de table sur l'importance de cette rencontre-là, stratégiquement, pour M. Carney, je le disais, il veut aller vite. Il veut inscrire vraiment des changements rapidement dans le temps. Tour de table, Christine Saint-Pierre, 1er juillet, il dit projet de loi déposé pour enlever les barrières entre les provinces. Il faut qu'il y ait des choses qui arrivent et des annonces relativement vite. Là. Oui, il y a des provinces qui ont quand même bougé. Il y a plusieurs provinces qui ont adopté une loi pour abattre certaines barrières tarifaires. Le Québec a déposé sa loi, mais la loi ne sera pas adoptée avant le retour de la session l'automne prochain. Mais il y a quand même des choses qui bougent de ce côté-là. Alors, Mark Carney aussi fait face à d'autres rendez-vous. On n'en parle pas, mais le G7 s'en vient à grands pas. Alors, il faut aussi qu'il démontre que, comme premier ministre, depuis qu'il est là, bien, il y a des choses qui se réalisent, il y a des projets qui avancent, il y a peut-être des réalisations qui pourront être faites. Il veut aussi annoncer quelque chose avec l'Europe avant le 1er juillet. Alors, il est dans un mode où il doit faire la démonstration qu'il a été élu premier ministre puis qu'il doit prouver que les Canadiens ont eu raison de l'élire premier ministre. Michel Boisvert, à l'intérieur, ce qui est frappant, c'est qu'habituellement, les premiers ministres, une fois élus, modère les attentes un peu. Et là, c'est totalement l'inverse. Il est très ambitieux et il monte la barre puis il dit, en voulant dire regardez-moi aller. Là. Mais il a même dit qu'il allait opérer la plus grande transformation de l'économie canadienne depuis la Seconde Guerre mondiale. Il se met la barre très, très haute. Donc, il va falloir qu'il livre et j'ai hâte de voir comment il va réussir tout ça. J'ai hâte de voir ce qui va sortir d'ailleurs de cette rencontre-là en Saskatchewan. Mais vous avez bien raison, Patrice. Il ne diminue pas les attentes du tout. Au contraire, il poursuit et il pousse encore plus loin. À l'intérieur, oui, avec un rythme militaire. Oui, écoutez, ils étaient à 50 milliards avant l'élection de déficit. On sait que la situation de la comptabilité nationale à Ottawa est désastreuse. J'ai été là assez longtemps pour vous le dire. Alors, tu sais, il rêve, il nous propose des choses. Oui, il est ambitieux, très ambitieux. J'en ai parlé la semaine passée. Mais la dure réalité des choses, là, ça va être le budget. Alors, quand il va déposer son budget, probablement que les attentes vont diminuer et les Canadiens et les Québécois vont se dire, OK, la réalité, c'est ça. Finalement, là, on ne peut pas faire de miracle et on va commencer à mieux réfléchir à la façon qu'on dépensera les biens et services. Alors, moi, je suis convaincu que tant que le budget n'est pas arrivé, il peut avoir bonne bouche et faire ça. Mais la seconde qu'on aura un budget, on va réaliser là, que, malgré ces attentes élevées, les résultats seront vraiment minimes. À voir. Donc, on vous réinvite au budget. Quelque part, à l'automne, parce qu'il n'y en aura pas avant la fin de la session, avant les vacances. Un mot sur M. Trump. Oui.
les tarifs, Michel Boisvert. Oui, effectivement, il aime Je les me retourne vendredis, à M. côté. Trump. J'avais des réunions la semaine dernière, je reviens, paf, il est rendu à 50 sur l'aluminium, l'acier. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a aucun détail, d'ailleurs. Aucun détail. Il avait annoncé vendredi dernier augmenter 50 de tarifs sur l'Union européenne. Le dimanche, il reculait. Le vendredi soir, devant des gens de l'industrie de l'acier, il a annoncé comme ça, à brûle-pourpoint, augmentation des tarifs sur l'acier et l'aluminium de 50 On n'a toujours pas vu le décret. Donc moi, avant de... Et je regarde les marchés boursiers aujourd'hui, c'est pas la catastrophe. Donc Ils ne l'écoutent plus. Non, exactement. Ils ne le croient plus. Les gens commencent à se douter. On ne sait pas. Donc, ça serait censé être le 4 juin. Le 4 juin, c'est mercredi. D'ici là, d'ici à ce que je vois le décret, pour l'instant, je suis dubitative. Christine Saint-Pierre, votre première réaction quand vous avez vu ça la semaine dernière? Bien, ma première réaction, c'était de dire encore. On était surpris de le voir. C'est un président qui est disjoncte complètement, là. Puis il s'inscrit comme il veut être dans l'actualité, alors il frappe fort. La réaction d'Ottawa, je pense, est assez sage. Mélanie Joly a dit, bon, un peu comme Michel l'a dit, on va attendre que les choses se réalisent si elles doivent se réaliser, puis là, bien, on va réagir. Ottawa dit qu'il a un plan. Alors, on va souhaiter qu'il y ait un plan robuste si ça arrive, mais c'est clair que ça serait catastrophique, là, 50 sur l'acier puis l'aluminium. Je veux dire, il n'y a plus rien qui va fonctionner, là. Mais on a l'impression qu'on assiste au dégonflement de la grenouille qui voulait être plus gros que le bœuf. On a l'impression, en tout cas, on verra, là, mais à l'intérieur il s'est tellement avancé dans tellement de dossiers, puis il doit tellement reculer. D'ailleurs, c'est son nouveau surnom. Là, mais est-ce qu'il va faire du taco intensif? C'est ça qu'on se pose comme question. Moi, écoutez, c'est complètement absurde de monter le tarif à 50 pour créer des jobs dans l'aluminium. Moi, je vais vous parler d'aluminium spécifiquement. Là. Pour construire une aluminerie, là, ça prend au-dessus de 10 ans. Ça prend une énergie, beaucoup d'énergie. Il n'a pas ça entre les mains. Ça prend plus que 10 ans. Il va imposer des tarifs. Actuellement, les Américains ne sont pas capables d'aller chercher de l'aluminium chez eux. Ils sont obligés d'acheter de l'aluminium canadien. On passe de 25 à 50 peut-être. Ça veut dire que c'est les Américains qui vont payer plus cher l'aluminium. Ils n'ont pas le choix. Mais moi, j'aurais aimé ça de M. Carney qui nous dise quels sont les impacts sur l'acier directement et sur l'aluminium, le 25 et quels seraient les impacts sur le 50 concrètement. Est-ce que les prix ont été supportés, les tarifs ont été supportés en partie par les entreprises québécoises et canadiennes? Est-ce qu'il y a une baisse de la demande? Est-ce qu'il y a un montant d'argent qui est destiné à ces gens-là? Ça, c'est d'avoir un plan. C'est d'arriver avec des choses concrètes, de dire on est là pour vous aider, on prend les choses au sérieux. Il n'y a rien de ça. Madame Joly a dit, bien, éventuellement, on va utiliser l'aluminium au Canada pour nos projets. Bien, c'est ce qu'on fait de toute façon ou à peu près. Fait que je veux dire, il n'y a rien. On ne sait pas. J'ai fait des recherches pour avoir l'air intelligent avec vous aujourd'hui. Vous l'êtes toujours. Arrêtez ça. Non, mais j'ai essayé, puis je trouve rien. Je suis pas capable de savoir ce qui se passe, les impacts directs, concrets sur le marché de l'aluminium au Québec ou sur l'industrie de l'aluminium. On n'est pas capable de savoir ça. Moi, je pense que ça serait important qu'on informe les gens là-dessus. C'est notre argent. Très bien. Oui, en effet. Mais un mot pour dire également, il s'agira de voir, parce que ça va faire... Oui, ça va faire mal chez nous, mais ça va faire mal aux États-Unis aussi. Ça va être un niveau d'inflation incroyable. À mon avis, c'est pas soutenable. C'est absolument pas soutenable. Un mot sur Marc-André Blanchard, qui a été finalement nommé chef de cabinet de M. Carney. Il était vice-président à la Caisse de dépôt Affaires internationales. Tour de table, Christine Saint-Pierre, il y a eu différents noms qui avaient circulé. Certains ont dit non. Là. Finalement, Marc-André Blanchard, que vous connaissez, je crois, assez bien, Christine Saint-Pierre, qui arrive chef de cabinet. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, moi, je le connais depuis très longtemps. Il a été président du Parti libéral du Québec, mais aussi, je l'ai connu dans mes anciennes fonctions de ministre lorsqu'il était ambassadeur aux Nations unies. Et, on travaillait très, très bien avec lui. Il y avait toujours une grande ouverture lorsqu'on était à New York, puis il venait dans nos réceptions et on a eu des discussions ensemble. Alors, c'est un gars qui est très ouvert, qui est très riche intellectuellement, qui connaît bien le Québec. Et je pense que c'est un grand plus pour Marc Carney d'aller attirer une telle pointure parce que ça donne aussi l'idée que le cabinet du premier ministre va comprendre un peu plus le Québec que l'ancien cabinet. Et ça, je pense que ça me rassure aussi. David Lametti, qui est nommé également... Oui, c'est important, ça aussi. Très important. C'est un homme qui connaît aussi le Québec et qui est très affable. Alors, ça va faire une très, très belle équipe. Maintenant, j'attends quelle sera
l'importante pointure féminine dans ce cabinet parce qu'on a besoin aussi d'entendre ce que les femmes ont à dire. Mais pour revenir à Marc-André Blanchard, avec son expertise, il apporte énormément et il va donner, je pense, aussi une discipline parce que tout ce qu'on entend dire sur le cabinet, c'est que ça va d'un bord et de l'autre et qu'il n'y a pas de discipline du tout. Et les autres ministres aussi, parce que c'est très, très important le rôle de chef de cabinet. Les autres ministres aussi, semble-t-il, il y en a qui ne savent même pas quoi faire dans leur ministère. Alors, c'est un peu le bordel. Alors, il va mettre de la discipline là-dedans et c'est lui qui va devoir c'est dire... connu. Les ministres ont besoin, Christine, d'être oui, c'est connu. D'être encadrés, que ça soit clair. Très bien. Rapidement, Michel Boisvert, un mot. Oui, moi, je le connais aussi. Mais ce que j'aime beaucoup de Marc-André Blanchard, d'abord, c'est un rassembleur. C'est vraiment quelqu'un qui rassemble, qui est capable de faire en sorte d'aller chercher des consensus. Et il y a une grande expérience internationale aussi. Moi, je l'ai vu quand j'étais en poste à Paris, alors qu'il travaillait pour la Caisse. Il venait très souvent. Il est capable de créer beaucoup de liens. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on aura besoin de se faire des alliés à l'international. À l'intérieur. Très rapidement, 2 qualités. Je suis d'accord avec mes collègues. 2 qualités. D'abord, il est québécois. Je pense que c'est très important pour M. Carney, qui est un peu, quand il vient au Québec, il a l'air d'un homme un peu désincarné. Alors, ça va lui faire du bien d'avoir un Québécois proche. Avec M. Lametti, ça va faire 2. Une chose importante. Deuxième chose, il est consensuel. Rappelons-nous que c'est un gouvernement minoritaire. Et des fois, on dirait que quand il parle en Chambre, entre autres, il a tendance à l'oublier. Alors, il va falloir qu'il négocie constamment avec les autres partis. Alors, M. McKinnon, j'ai déjà travaillé longtemps avec M. McKinnon quand j'étais leader en Chambre. Va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin. Et je pense que c'est la personne qui va le rappeler à l'ordre là-dessus. Et il y en aura besoin pour faire fonctionner le Parlement. Parce que j'imagine, vu qu'il y a plein de projets, qu'il y a besoin de temps pour réaliser tous ces projets-là. Et donc, il y aura besoin de la Chambre. En tout cas, 2 Québécois aux 2 postes clés les plus importants au bureau du premier ministre. Secrétaire général, donc M. Lametti, poste très important sur toutes les politiques. Et chef de cabinet qui est chargé que l'horlogerie roule bien à tous les jours, que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire, que ce soit ministre, sous-ministre, etc. Alors, on va suivre ça. Christine Saint-Pierre, Michel Boisvert, à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bye-bye.